Bonjour à tous. Donc avec Jean-François, on va vous parler de MES et d'IoT et voir comment en fait on peut aller vers une collaboration étroite et intelligence entre ces deux mondes et ces deux approches. Donc déjà peut-être pour vous présenter, donc nous sommes de WeNetwork. WeNetwork, c'est un centre technique qui est basé juste à côté. Et notre spécialité, c'est la transformation digitale au sens très large, mais plus particulièrement, on va agir à la fois côté produits des entreprises pour connecter ces produits-là, intégrer l'électronique dans les produits, les rendre entre guillemets plus intelligents, même si j'aime pas trop ce terme, plutôt le smart product à l'anglaise. Et puis d'un autre côté aussi, aller vers l'industrie du futur, sachant que le futur commence dès maintenant, et aller vers une usine qui est à la fois plus efficace au niveau des flux logistiques, mais aussi plus efficace en matière de traitement des données, et notamment via l'ERP, via le MES, etc. Et donc on va accompagner les entreprises sur ces deux aspects-là. On va agir en tant que tiers de confiance pour vraiment sécuriser le projet de bout en bout. On n'est pas là pour faire à la place des bureaux d'études, à la place des éditeurs de solutions. On est là pour trouver les meilleures solutions pour l'entreprise et accompagner la mise en place pour que ça se passe le mieux possible. Voilà un petit peu pour WeNetwork. Alors aujourd'hui, en fait, donc Jean-François, en quelques mots, si tu veux, juste pour dire oui. ce que tu fais. Ça marche. Bonjour tout le monde. Je suis expert industrie 4.0. C'est un très vaste terme. Mon but, en fait, c'est d'accompagner les entreprises pour les aider dans leur transformation digitale, notamment au niveau de l'atelier. C'est-à-dire les aider à construire un cahier des charges pour un MES ou pour un produit connecté. Voilà, et puis une autre partie que vous pourrez voir à la fin de cette présentation, c'est que je suis l'architecte en fait d'un démonstrateur qu'on est en train de mettre en place chez WeNetwork via le réseau Catrium, un démonstrateur qui montre l'intérêt et la possibilité en fait d'interconnecter tous les produits que vous avez chez vous. Et donc moi Jean-Philippe Hainaut, moi je suis côté produit en fait chez WeNetwork et je suis plus spécialiste sur tout ce qui est architecture système et système IoT, enfin système objet connecté. Voilà, donc en fait ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de traiter à la fois, vous verrez, on va commencer par vous donner quelques exemples. En quoi en fait demain la digitalisation peut améliorer en fait l'efficacité d'une entreprise. Ensuite, on traitera plus particulièrement des MES. Alors, ça va être assez rapide tout ça parce qu'on a peu de temps. Mais donc on va voir un peu le MES et notamment pourquoi en fait c'est une approche horizontale. Ensuite, on verra, on fera quelques informations sur l'IoT et notamment l'IoT, l'industrial IoT. Et là, on verra que c'est une approche plutôt verticale du besoin. Et comment, en fait, ensuite, dans la quatrième partie, comment finalement on peut rapprocher ces deux mondes, à la fois l'approche horizontale du MES et l'approche verticale de l'IoT, et comment on peut les faire dialoguer. Et puis ensuite, Jean-François terminera par justement la présentation de Catrium et comment Catrium peut vous accompagner dans ce domaine-là. Alors, si on regarde quelques exemples, on va vous citer quelques cas d'usage, notamment celui de Bouillet. Bouillet, c'est une fonderie qui est basée à Ancenis, qui travaille en fait notamment pour Manitou, pour Liebherr en fait dans le domaine des grues et qui fait des contrepoids en fait pour ces éléments-là. Et leur problématique ici, en fait, si vous l'imaginez bien, c'est dans une fonderie, c'est l'environnement qui est assez sévère et c'est comment en fait un ordre de fabrication, comment cette fiche de fabrication peut suivre en fait la pièce tout au bout, tout sur l'ensemble du process que va subir en fait cette pièce-là. Et vu en fait l'environnement, le papier, je peux vous assurer qu'à la fin, il était plutôt pas très présentable. Et donc l'idée en fait au travers de ça, c'était de remplacer cette feuille de papier par une solution RFID. Et en fait, maintenant, chaque pièce est équipée d'une puce RFID et on va pouvoir dématérialiser la fiche, l'ordre de fabrication dans cette étiquette. Alors quand je dis dans cette étiquette, c'est que le numéro d'identification de la pièce. La fiche, elle est dans l'informatique. Mais en tout cas, grâce à cette étiquette, on va pouvoir faire suivre l'ordre de fabrication tout au long du processus et même au-delà du processus. Parce qu'on pourrait se dire que pendant la vie du produit, je peux continuer à suivre en fait, ma pièce et savoir ce qu'elle a subi. Alors là, en l'occurrence, ce n'est pas forcément très important, mais sur d'autres équipements qui peuvent avoir du SAV, etc., ça peut être super pertinent. Donc voilà un exemple, en fait, sur la traçabilité. Un autre exemple, c'est la géolocalisation des équipements, notamment avec une solution qui est proposée par Invertus, avec une start-up nantaise, où là, je peux à la fois assurer le suivi en indoor au sein de l'atelier, mais aussi en outdoor pendant la phase de logistique, par exemple, mais aussi au-delà de la vie du produit. Et tout ça avec un beacon qui va être monté soit sur les batchs, en fait, soit sur les contenants ou sur le produit directement. D'accord ? Et donc, avec différentes technos qui vont permettre d'assurer à la fois l'indoor et l'outdoor. Voilà un autre exemple de géolocalisation. Un autre exemple, tout simple,
Sur certains processus, parfois, l'opérateur, lorsqu'il va lui manquer une pièce, lorsqu'il a besoin d'une intervention extérieure, il va falloir qu'il se déplace, aller je sais pas, au niveau du stockage, au niveau de la logistique, pour aller chercher une pièce. Avec ces solutions-là, avec une solution par bouton, il va pouvoir, en fait, en appuyant sur le bouton, ça va remonter l'information sur le RP, par exemple, ou sur le MES, pour indiquer une opération à faire. Et donc, sans se déplacer, il pourra avoir en fait le résultat de sa demande. Donc, vous voyez, en fait, on peut avoir des gains de temps. Ça, par exemple, c'est aussi chez... alors, c'est pas cette solution-là, mais Scania, par exemple, utilise des solutions comme ça sur sa ligne de fabrication. Vous voyez, c'est des solutions très très simples d'objets connectés, mais qui apportent de vrais services. Un autre exemple, tiens, si tu peux lancer la vidéo. Là, c'est pour Sodistra, qui est une boîte de Mayenne et qui a utilisé la solution de Keyprod. Keyprod, en fait, il propose un capteur qui est monté sur votre machine, qui est notamment basé sur un capteur de vibration. Et en fait, ce capteur de vibration va apprendre le comportement de votre machine et il va remonter un certain nombre d'informations sur des tableaux de bord. Par exemple, le TRS va vous être remonté directement sur les tableaux de bord sans avoir plus que ça d'intervention. Vous collez le boîtier, vous... entre guillemets, vous appairez le boîtier avec votre système et vous récupérez différentes informations, dont par exemple le rendement de votre machine. Voilà, donc ça c'est des exemples de solutions connectées super simples. Autre solution dans le domaine du contrôle qualité, là pour une boîte CTS qui est une boîte de Sud-Est qui fait des pièces pour l'automobile. La problématique, en fait, c'était que sur ces pièces de chromage, en fait, eux, ils sont spécialistes du chromage, de pièces plastiques notamment. Sur ces pièces-là, il faut contrôler la qualité. Et jusqu'à aujourd'hui, c'était des opérateurs qui faisaient ça. Donc, je peux vous assurer, par rapport aux cadences qu'on a dans l'automobile, c'était assez fastidieux. Il fallait les faire tourner assez souvent. Et en fait, ils ont développé avec Scortex, ils ont développé une solution de traitement, enfin basée sur de l'IA, qui permet d'automatiser le contrôle qualité. Et on arrive à détecter par exemple des défauts de ce type-là sur le chromage, et ça de façon automatique. Et là aussi, en fait, la machine va être connectée au système en fait, pour remonter déjà les bonnes pièces, mais aussi pouvoir détecter en amont des dérives de process. Hein. Si on commence à voir une dérive de la qualité, on peut peut-être intervenir assez tôt sur le processus pour pouvoir justement éviter d'avoir trop de rebut. Donc voilà, en fait, tout ça, en fait, aujourd'hui, on voit bien, ce sont des solutions connectées. Une dernière, je pense, une dernière, en fait, là, c'est sur du pilotage intelligent d'usine. Là, l'idée, c'était sur une usine qui fabrique du ketchup, c'était de pouvoir garantir la tenue en température sur tout le processus de fabrication. Pour le problème de développement de bactéries, en fait, il ne faut pas que la température descende en dessous d'un certain seuil. Et donc, soit on met des capteurs partout, mais ça commence à coûter très cher, et puis c'est très très compliqué à piloter. Soit en fait là, ce qu'ils ont fait, c'est développer un modèle numérique de l'usine, donc ce qu'on appelle un jumeau numérique. Et donc on a le modèle comportemental de la chaîne sur toute la chaîne. Et en fait, en ayant quelques capteurs, on va pouvoir comme ça modéliser la température vraiment partout. Et on va pouvoir s'assurer que le produit respecte bien en fait, les températures souhaitées. Donc c'est ce qu'on appelle en fait l'utilisation du jumeau numérique. Notamment là c'est basé sur un outil Siemens, mais il y en a d'autres aujourd'hui. Et ça en fait c'est vrai que c'est super intéressant. On a à la fois des capteurs connectés, donc les capteurs de température, et puis de l'intelligence artificielle pour pouvoir modéliser le comportement de la chaîne et piloter au plus juste cette chaîne. Donc voilà quelques exemples. Jean-François, tu en as un dernier. Comment ? Ah oui, on a aussi sur la Smart Maintenance, mais bon, je pense que vous connaissez tous. En fait, on en a parlé tout à l'heure avec Keyprod, en fait, où on va mettre des capteurs sur la machine, donc des capteurs de vibration, par exemple. Et tout à l'heure, là où l'analyse de cette vibration nous permettait de déterminer le rendement de la machine, savoir si elle est en activité, bah là, en fait, on va détecter des situations anormales. Est-ce qu'on a des vibrations anormales dans la machine qui peuvent, en fait, laisser croire qu'on a un problème de fiabilité ou un problème de panne ou d'arrivée de panne bientôt, et donc d'intervenir plus tôt en fait que la panne, quoi. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qui se développent pas mal. Ce qu'on appelle smart maintenance. Ça marche. Merci. Le dernier exemple en fait qu'on va vous montrer, c'est Strafarm, qui est une société qui fabrique des compléments alimentaires à partir de poudre notamment, qui jusqu'à présent en fait au moment de la pesée, l'opérateur avait sa gamme opératoire en papier, avait ses entrants qui arrivaient sur palette, et puis il devait peser et du coup noter sur les sachets chaque numéro de lot, chaque poids, etc. Et il se faisait de la double saisie, triple saisie, parce que ça devait aller dans le RP notamment.
Et donc l'idée, en fait, son idée de base, c'était de dire on va jamais mettre des balances connectées. Et puis on l'a accompagné en fait pour aller jusqu'au MES. C'est là qu'on va avoir une belle transition. C'est qu'en fait l'idée, c'était de connecter ces imprimantes-là, non pas à leur propre logiciel, mais aller jusqu'au MES. Et comme ça, maintenant, en fait, le MES qui connaît bien les gammes opératoires va directement injecter dans la balance en fait les bonnes pesées qu'il faut, et puis ils vont avoir un écran qui dit à partir de quand la pesée est bonne ou pas, va réimprimer les numéros de lot, il va avoir une bonne traçabilité comme ça de bout en bout. Je te laisse. Merci. Alors, si vous voulez d'autres exemples, je vous invite à aller sur notre stand, sur le stand Quatrium qui est juste à côté. Et notamment, on a une maquette où vous verrez, en fait, on peut voir aussi d'autres exemples autour de la digitalisation de l'entreprise. Alors le MES, maintenant, je ne sais pas si vous connaissez tous ce terme-là, mais en gros, on parle bien de système informatique qui va récupérer, collecter toutes les datas des entreprises manufacturières dans le but d'exécuter en fait la production. Voilà, donc ce que le MES fait, il y a plusieurs briques. Alors c'est assez normé, hein. On peut le retrouver sur notamment la norme ISA 95. C'est de l'ordonnancement, c'est de la gestion de ressources. On est quelque chose qui est très horizontal, qui va gérer vraiment tout ce qu'il faut dans l'entreprise entre le RP et puis les automates. Voilà. Je passe assez rapidement, tout ça vous pourrez retrouver sur la norme ISA 95 et puis notamment un site du club MES qui réexplique bien ça. Où est-ce qu'il se situe? Donc comme j'ai dit, en fait, on est entre la gestion de produits et des stocks, enfin le RP en gros, et puis les automatismes ou le SCADA. Ça, en fait, il y a deux approches pour bien voir si on parle de MES ou pas. C'est la question de temporalité, c'est-à-dire que le RP, en fait, il va être plutôt sur des choses à la journée ou à la demi-journée éventuellement, sur des commandes à fournir, sur des chiffres à avoir, des facturations, etc. Là où les capteurs et automatismes vont être à la milliseconde, voire en dessous, en fait, pour vraiment piloter des machines. Le MES, il est un peu entre les deux. Il fait à partir du moment où l'homme est capable de réagir, donc on parle plutôt de la seconde ou de la minute. Voilà, le MES va être capable de remonter des informations des automatismes directement à l'opérateur et puis de les remonter, de redescendre les données de l'ERP. Donc l'idée, ça va être de descendre tout ce qui est OF avec un premier ordonnancement. Le MES va traiter ça pour soit piloter directement, envoyer les recettes aux automates, soit interagir via l'opérateur. Et à l'inverse, en fait, quand il va y avoir des arrêts de production, par exemple, ou des modifications de programme, il est capable de remonter des infos à l'opérateur et vers le RP. Et on a aussi on peut aussi donc à côté de la temporalité, on peut aussi bien voir qu'il s'agit de MES en tout cas par rapport au protocole de communication où là on va être plutôt sur des protocoles type API. Là on est sur des protocoles plutôt temps réel et donc lui il va faire un peu le lien entre les deux. Voilà, donc sans MES, ce qui se passe en fait, c'est qu'on a un ERP avec un ordonnanceur d'un côté qui va être un petit peu coupé des opérateurs et des machines. Alors eux, le dialogue se fait assez naturellement en fait, hein. Il y a des périphériques, il y a des capteurs, il y a des automates en fait, des IHM qui vont être là pour faire le lien entre opérateurs et machines. En revanche, on est obligé de passer par pas mal d'outils s'il n'y a pas de MES. On va parler par exemple de tableaux pour faire des audits, des AIC. Il peut y avoir des programmes machines directement pour remonter par exemple des données vers le RP, des temps, des TRS. On peut mettre en place des tablettes pour descendre des gammes opératoires. Enfin, il y a une multitude de produits. Enfin, chaque industrie en fait en a énormément et est assez créative là-dessus. On a souvent aussi beaucoup de papier, des bases de données pour gérer la traça. Et donc le MES là-dedans, en fait, il va venir agréger toutes ces informations-là, bien les structurer. Encore une fois, le MES, c'est un outil qui est normé en fait, par l'ISA 95, donc c'est vraiment là où il veut aller. Et puis, il va se connecter en fait, à l'ERP donc via des API, ou des fichiers plats, ou des échanges de bases de données. Il va se connecter aux automates et au SCADA via des protocoles. Alors en IT/OT, donc on parle plus d'OPC-UA par exemple. Ils sont capables aussi des fois de faire un peu de Modbus, on est sur des protocoles qui sont un peu entre les deux, et se connecter aux opérateurs, soit via des IoT, qui peuvent être simplement des boutons, des verrines, mais aussi des écrans. Et alors, maintenant, avec les IoT, en fait, ça vient se greffer un petit peu à tout ça, à un monde qui était très structuré. On vient rajouter des verticales. Là, le KeyProd, j'aime bien cet exemple-là, parce qu'on a un outil qui est très performant dans l'analyse vibratoire pour aller prédire des maintenances à faire.
chose que le MES n'est pas forcément capable de faire. Et donc on est de nouveau en fait sur de la saisie multiple, c'est-à-dire qu'en rajoutant de l'IoT, on rajoute des interfaces avec les opérateurs, on rajoute des écrans. Donc l'idée en fait c'est comment maintenant on peut connecter ces IoT là avec le MES. Et ça on verra juste après la présentation de l'IoT. Ouais, merci Jeff. Donc vous voyez, en fait, on a une approche qui est très horizontale finalement sur le MES, où le MES va proposer un certain nombre de fonctions, mais après, à vous en fait de paramétrer ce système-là par rapport à votre besoin. Là où finalement on va le voir sur l'IoT ou l'IIoT, on va avoir une approche assez verticale, justement, où on va avoir un capteur pour assurer une ou quelques fonctions qui sont bien définies. Donc si on regarde un peu l'IoT, alors je ne sais pas si ça vous parle en fait, ce monde d'objets connectés, IoT, IIoT, c'est des notions que vous maîtrisez. Alors moi je fais la différence entre l'objet connecté, qui est pour moi un des éléments finalement de l'IoT ou de l'industrial IoT, qui est plutôt un ensemble, en fait, un écosystème à la fois d'objets, mais aussi de communication, de plateformes, etc. On le verra tout à l'heure. Donc voilà, en fait, il y a cette notion-là. En fait, derrière la notion d'IoT ou d'IIoT, on va plus vers le service connecté que l'objet connecté, finalement. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, la différence entre Internet of Things ou Industrial Internet of Things, c'est la même chose, si ce n'est que l'un est destiné au monde de l'industrie, à la fois côté produit et process, mais sinon, on va retrouver à peu près les mêmes technos à la base, avec des produits qui sont adaptés à ce monde-là, qui sont endurcis, etc. Alors, si on regarde en fait l'architecture côté IoT, IIoT, c'est toujours la même. Elle est toujours basée en fait sur ces 4 briques. Justement des objets connectés qui sont sur le terrain, qui vont être au plus proche du système physique qu'on a à contrôler ou à piloter. Et donc on va retrouver ces capteurs connectés. Ensuite, on a une brique de communication avec potentiellement plusieurs stades de communication. Je peux très bien avoir une communication locale. D'ailleurs, pour vous, en fait, est-ce que l'IoT, c'est filaire ou c'est sans fil? Je sais pas, parce que à ce niveau-là. Bon, oui, en fait, voilà, moi, à la limite, peu importe, que ce soit filaire ou sans fil, c'est pas ça le problème. On va retrouver des capteurs qui sont en filaire, on va en retrouver d'autres qui sont sans fil. On va voir que c'est pas tellement là que se joue en fait finalement la notion d'IoT. Enfin, elle se joue là aussi, mais c'est surtout en fait à qui on va envoyer l'information et comment on va la transmettre. Et en fait, c'est là où en fait on verra tout à l'heure vraiment le monde de l'IoT a révolutionné cet aspect-là. Mais en fait, donc la communication ici, elle peut se faire d'un bout dans l'entreprise, elle peut très bien être en filaire, et puis ensuite passer en sans fil, par exemple, en dehors de l'entreprise, ou d'être déjà en sans fil dans l'entreprise. En tout cas, on peut avoir différents niveaux de communication. Et puis ensuite, on a systématiquement, sur tous les systèmes, on va avoir une plateforme à la fois de collecte des informations, mais aussi d'exécution des traitements. Et puis enfin, et c'est là vraiment où il y a le sens de l'IoT, c'est d'envoyer l'information à différents utilisateurs et de pouvoir visualiser la bonne information sur différents utilisateurs. Donc ces 4 briques-là, on les retrouve systématiquement dans tout projet d'IoT. Et puis il y en a une 5e qui manque, je ne sais pas si vous voyez, qu'on peut pas obliger, aujourd'hui on ne peut pas l'oublier, cette 5e brique-là. Analyser, ça serait presque dans exécuter, si vous voulez. Mais il y en a une qui est importante. Pardon ? Voilà, oui, c'est la sécurité. Aujourd'hui, c'est impensable de mettre en place un système de ce type-là sans parler de cybersécurité, de bout en bout, en fait, sur l'ensemble de la chaîne, dès la phase de collecte de l'information jusqu'à la phase de visualisation. Et derrière ça, en fait, je vous parle de cybersécurité. Au niveau industriel, je vous invite aussi à regarder l'aspect contractuel des choses. C'est-à-dire qu'avant, en fait, quand on faisait de l'intelligence économique, on allait faire les poubelles des entreprises pour savoir en fait qu'est-ce qu'ils produisaient, comment, etc. Aujourd'hui, avec des capteurs IoT, c'est plus la peine. Il suffit d'hacker le système à ce niveau-là et vous savez tout sur l'entreprise. Donc, quand vous installez une machine connectée, faites attention avec votre équipementier, quelles sont les données qu'il va récolter, quels sont les traitements qu'il va faire. Et ça doit être l'objet d'un contrat. Enfin, c'est un conseil d'amis, mais voilà, faites bien attention aux données qui sont remontées, comment elles sont traitées et pourquoi faire. Mais ça peut se faire que sous la forme contractuelle. Autant quand on est particulier, ça peut se faire grâce au RGPD, au Règlement Général de Protection des Données Personnelles. Il n'y a pas l'équivalent aujourd'hui encore pour l'industrie. Donc je vous invite à faire attention à ça. Donc voilà, ces 5 briques-là sont importantes dans tout système IoT. Il y a un autre point qui est important, c'est on parle beaucoup de données, on dit que la donnée c'est le carburant de l'industrie de demain. Certes, ok, la donnée est importante, mais pour moi ce qui est plus important que la donnée, c'est finalement l'information. Et donc l'information c'est quoi? En fait, c'est je prends une donnée et j'en déduis une information qui va être utile. Par exemple, si je prends
je sais pas, des médicaments ou que je dois transporter dans des conditions thermiques données. Ma donnée, ça va être une température. Maintenant, la bonne information, c'est de savoir, pour certains, ça va être de savoir si mon médicament a été transporté dans de bonnes conditions. Et donc savoir si j'ai eu un dépassement de température prévu ou pas. Et ça va être l'information. Vous voyez, la donnée de base, c'était la température. Là, c'est l'information, c'est est-ce que j'ai respecté ou pas les contraintes de transport. Donc c'est de donner la bonne information, et surtout au bon moment. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire du temps réel. Alors d'ailleurs, le temps réel, on pourrait se méfier, parce que ça ne veut rien dire finalement. Ça demande à être spécifié en tout cas ce que c'est que du temps réel. Parce que ça peut être très bien à la microseconde, comme ça pourrait être à la seconde, voire à l'heure, le temps réel. Mais en tout cas, c'est de donner la bonne information au bon moment, au bon utilisateur. Si je reprends le cas de ma température, par exemple, ça ne sert à rien de... Enfin, je peux remonter l'information de... Est-ce que mon échantillon de médicaments ou mon échantillon de sang, par exemple, a été transporté dans de bonnes conditions? Ça, c'est une information qui est utile pour certains utilisateurs. L'autre, ça va être est-ce que la température, elle est bien restée stable pendant toute la période, et quand est-ce qu'elle a pu dépasser? Peut-être pour savoir, je ne sais pas si j'ai différents transporteurs, par exemple, savoir qui a pu ne pas respecter les contraintes de transport. Donc voilà. Donc en fait, ça va de donner la bonne information au bon moment, au bon utilisateur, et dans un format adapté. Là aussi, en fait, je vais l'adapter, je vais avoir soit par icône, soit dans la langue de l'opérateur. Et ça, aujourd'hui, en fait, avant, ça, je ne pouvais pas forcément le faire quand je n'étais pas sur les objets connectés, parce que j'étais lié en fait, à l'environnement proche de mon capteur. Aujourd'hui, puisque mon capteur il est connecté avec cet écosystème, je peux vraiment envoyer la bonne information au bon moment, au bon utilisateur. Et ça, c'est vraiment en fait, ce qui caractérise en fait, l'IoT, cet aspect-là. Voilà. Un autre point qui est aujourd'hui important, c'est que autant avant, le traitement, je devais le faire soit dans le capteur, soit dans le cloud. Aujourd'hui, en fait, j'ai plein de possibilités pour faire le traitement au bon endroit, en fonction de mes contraintes. Soit des contraintes de confidentialité, par exemple, parce que je n'ai pas envie que mes données elles se retrouvent dans le cloud, et donc je peux très bien les traiter dans des niveaux intermédiaires, qu'on va voir tout à l'heure. Ou soit parce que j'ai des problèmes de latence, donc en fait des problèmes de rapidité de traitement, et j'ai besoin en fait que mon information elle soit garantie dans tel temps de traitement. Et donc là, je vais plutôt rester, par exemple, dans du edge. Alors justement, ces différents niveaux, ça va être l'embedded, en fait, le niveau embarqué. Le niveau juste au-dessus, c'est ce qu'on appelle le edge, c'est-à-dire en fait tout ce qui va être par exemple PC industriel au pied des machines, ou les automates, ou les passerelles de communication. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de passerelles de communication qui intègrent des ressources de calcul, et donc je vais pouvoir faire des calculs dans mes passerelles. Ou sinon le fog. Le fog, en fait, c'est mes serveurs locaux au niveau de mon entreprise, et là aussi je peux faire des traitements. Et puis ensuite, j'ai le cloud. Donc vous voyez, en fait, je peux aujourd'hui, sur la plupart des systèmes, je peux répartir en fait le traitement entre ces 4 niveaux et avoir en fait et garantir les performances que je recherche. Alors si on regarde en fait, si on revient sur ce que je disais tout à l'heure, le MES, une approche plutôt horizontale. Là, vous l'avez bien compris, en fait, quand je suis sur l'IoT, j'ai vraiment une approche verticale, c'est-à-dire que pour un besoin donné, je vais avoir déployé des capteurs sur une machine. Je vais remonter via une passerelle de communication mes données plus ou moins dans le edge, le fog ou le cloud, et je vais assurer un traitement et renvoyer les informations vers des utilisateurs. Et c'était ce que, si on suit en fait notre fil rouge qui prod, en fait, je vais avoir mon capteur sur la machine qui va capter des vibrations, qui va remonter des données sur une plateforme cloud, alors qui pourrait être aussi en local, qui pourrait être installé sur un serveur local, mais qui va remonter des informations. Ces informations-là, elles vont être traitées pour redescendre de l'information aux opérateurs, donc directement sur la machine, ou aux gestionnaires pour ressortir en fait les différents rendements, les différents paramètres de fonction de la machine. Alors là aussi, en fait, l'intérêt de ce système-là, c'est que je vais pouvoir, à travers ça, en fait, à travers par exemple l'interface utilisateur, je vais pouvoir remonter des conditions. C'est-à-dire, tiens, j'ai détecté que la machine, a priori, elle est arrêtée. Tu peux me dire pourquoi sur ton interface utilisateur. Et ça, c'est une donnée qui est super riche quand je vais calculer mon TRS, parce que je saurai pourquoi, en plus, ma machine, elle n'était pas en fonctionnement. Donc vous voyez, en fait, je peux enrichir la donnée du capteur, je peux l'enrichir par d'autres informations. Donc ça, c'est aussi une des caractéristiques de l'IoT, c'est de pouvoir aller chercher de l'information au-delà du capteur lui-même. Et potentiellement, je peux même, alors c'est pas le cas ici, mais je pourrais très bien aller chercher de l'information sur des serveurs qui sont, alors par exemple, c'est pas le cas là, mais si j'étais dépendant de la météo, j'aurais pu très bien aller chercher des informations sur la météo sur des serveurs spécialisés dans ce domaine-là. Donc vous voyez, en fait, je peux aller chercher de l'information ailleurs. Donc voilà cette approche verticale. Et pour autant, elle est très verticale, mais elle est interconnectée avec un certain nombre d'autres systèmes.
C'est-à-dire que j'ai mes capteurs, mais mes capteurs, ils vont être interconnectés avec mon MES, on va le voir tout à l'heure, avec mon ERP, avec mes outils de CRM, mais aussi avec des données extérieures. J'en parlais en fait sur les informations de météo, mais ça peut être d'être connecté à d'autres systèmes pour pouvoir venir enrichir en fait mes données et pouvoir en déduire une information qui est la plus pertinente possible. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques de l'IoT aujourd'hui, en fait, hein, cette notion d'interconnexion et d'enrichissement de l'information. Alors maintenant, en fait, on va voir comment, justement, on peut faire dialoguer le MES et l'IoT. Ça, tu peux passer. Donc on a vu tout à l'heure, en fait, enfin, même là encore avec Jean-Philippe, hein, l'intérêt vraiment de l'IoT, qui est pas, on ne peut pas le substituer par le MES pour le coup. Il y a une intelligence en fait qui est propre à chaque IoT et c'est vraiment on aide vraiment les opérateurs, enfin et toute personne en fait, grâce à ça. En revanche, on a vu aussi l'importance de la connexion MES pour éviter les nombreux écrans, pour éviter la double saisie. Donc là encore, Keyprod, comment on fait pour que la maintenance finalement, par exemple, les besoins de maintenance redescendent dans la MES pour pouvoir planifier ça et décaler les OF, les autres OF s'il y a besoin. Donc comment on connecte tout ça? Il y a plusieurs possibilités. Là, c'en est quelques-unes. Mise à disposition de table, le MQTT, l'API, évidemment, les échanges de fichiers. Donc si on va un petit peu plus dans le détail, mise à disposition de table, c'est quelque chose qui est assez ancien. Les MES connaissent ça très très bien. Donc on ouvre des bases de données, on est capable de s'interconnecter à l'ERP, d'aller chercher par exemple les bonnes informations. Donc c'est quelque chose qui est aussi transférable sur de l'IoT. Le MQTT, très utilisé en fait, il y en a qui connaissent sûrement ici. L'idée en fait, c'est que l'IoT va envoyer des messages sur un broker et en fait le MES par exemple peut s'inscrire à un type de message et du coup recevoir les informations quand il y en a besoin. Donc typiquement si on reprend toujours ce fil rouge, le MES peut demander en fait au Keyprod donne-moi l'information quand la machine par exemple commence à avoir un comportement anormal et quand est-ce qu'il faudra faire la maintenance de cette machine là. On a les API, alors le REST API, il y en a partout, on ne s'en rend pas forcément compte, hein, mais dans les téléphones c'est assez énorme. On est sur un autre système assez connu aussi dans l'industrie. Donc on pose des questions et puis le système nous renvoie des réponses. Oui, bien la différence en fait, entre les deux. En fait, dans un cas, je fais du polling, en fait, c'est-à-dire que mon système, mon serveur, il fait en permanence de l'interrogation. Enfin, au moins, quand il a besoin de l'information, il demande est-ce que tu as quelque chose à me donner non, j'ai rien. Et sinon, bah oui, tiens, j'ai quelque chose. Donc là, on est vraiment en interrogation permanente. L'intérêt du MQTT, c'est que je m'abonne à un service et donc je ne reçois l'information que si elle existe, quoi. Et donc moi, sinon, je fais autre chose, quoi. Avec l'inconvénient du MQTT où il n'y a pas de confirmation de réception du message. Donc on est vraiment sur des idées qui sont vraiment complètement différentes, quoi. Et ce qui est important par rapport à ça, enfin, si tu reviens sur la slide d'avant, Jeff, si tu peux, ouais, c'est de se dire que ici, en fait, celui qui publie l'information, finalement, mon objet connecté, lui, il n'est pas forcément MQTT. Il pourrait très bien être MQTT, mais il n'est pas forcément. Donc, je peux être dans n'importe quel protocole. Et en fait, c'est le broker qui va assurer en fait l'interface avec le MES. Donc, déjà, là, en fait, ça nous donne une possibilité, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que ce soit la plateforme qui va gérer les objets, qui, elle, soit ouverte, soit potentiellement MQTT ou qui accepte des requêtes en API REST. Voilà, ça se joue à ce niveau-là. Ça ne se joue pas au niveau de l'objet. Ça pourrait très bien jouer là, mais ça se joue au niveau de la plateforme. Du service de l'objet, quoi. Ouais. Ok, un autre en fait qui est en train de pousser là, c'est l'Event-Driven API. Donc là, via des webhooks, en fait, on est capable de faire un API amélioré, pareil, sur base de envoie-moi une information quand il y a un changement de température, quand il y a une analyse qui montre qu'il va falloir faire une maintenance, etc. Le très classique échange de fichiers, alors au sens plus large, hein, échange de données qui peuvent être du CSV, qui peuvent être du JSON, du XML, enfin on a vraiment plein de technologies qui fonctionnent encore même avec l'IoT. Hein. Le bon CSV, en fait, c'est assez fiable. On rigole un peu quand on en parle parce que c'est des technos qui ne sont pas ultra rapides. Hein. On dépose un fichier sur un serveur et puis le client vient le récupérer quand il en a besoin. Mais ça permet de fiabiliser aussi et puis c'est quelque chose qui est déployable assez facilement. Donc voilà, maintenant, on a vu qu'il était possible de connecter des IoT au MES. Par contre, on se retrouve un petit peu dans la même situation qu'avant le MES, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on multiplie les objets IoT,
on va se retrouver avec beaucoup de protocoles différents potentiellement. Un MES à qui il va falloir demander de développer du MQTT pour tel produit, du fichier plat pour tel produit, etc. Donc là, on vient dans un système qui redevient quand même un petit peu complexe, même si on a enlevé la complexité côté opérateur, en fait, on la retrouve dans le développement. Donc ce qui peut être une autre piste, c'est les plateformes IoT. Là, j'en parlerai dans le démonstrateur en plus Catrium. L'idée, ça va être d'utiliser une plateforme plus neutre avec une bonne équipe de développeurs qui vont s'occuper de connecter et récupérer toutes les infos des IoT, de leur expédier de l'info quand il y a besoin et d'avoir une interface unique avec le MES, qui peut être de l'API, du fichier plat, peu importe. Mais en tout cas, c'est l'interface unique qui va être développée une fois dans le MES, une fois côté intermédiaire, plateforme, et qui lui, en fait, on va pouvoir l'updater dès qu'on a un nouvel IoT, dès qu'on a un changement de MES, ce sera un peu plus simple à faire, etc. Et là, l'autre avantage de passer par une plateforme, alors qui peut être plateforme cloud, mais qui peut être aussi très bien hébergé en local chez vous, c'est qu'il y a ça offre des opportunités en plus. Par exemple, d'aller faire des data warehouse, voilà, dans le but de collecter de l'information pour aider, par exemple, des équipes marketing, pour aider faire de l'analyse, du BI, etc. Ça peut être utilisé aussi pour un autre outil. Là, j'ai affiché un écran. Ça peut être redescendre des bonnes infos à l'opérateur. Peut-être que le MES, en fait, votre MES, il n'est pas excessivement doué pour avoir des beaux KPI, pour faire des analyses de qualité, des choses comme ça. Donc ça peut être très bien, on connecte un écran avec une société qui sait très bien faire ça, directement à la plateforme, qui dialogue déjà avec le MES et avec tous les IoT, comme ça, qui a toutes les données qu'il faut pour aller les agréger spécifiquement pour des équipes d'opérateurs. Et oui, et cette notion de plateforme IoT, on commence à la voir en fait, y compris dans l'atelier, avec implémenté en fait sur des gateways par exemple. On va avoir des gateways qui vont intégrer les briques d'une plateforme et qui vont agréger les données qui sont issues de différents capteurs de différentes natures et avec différents protocoles. Et aujourd'hui, on commence à trouver en fait, des passerelles de ce type-là, hein, qui vont faire ce rôle de plateforme IoT pour ensuite donner l'information au MES, à l'ERP, enfin, aux différents outils transversaux. Voilà. Et avec aussi l'avantage, souvent, c'est d'aller vers le no-code. On entend tous parler, mais c'est une réalité. Le no-code, low-code, ça permet, donc encore une fois, les MES ne sont pas souvent low-code ni no-code quand il s'agit d'aller connecter, développer des API vers des IoT. En revanche, ici, une fois que le standard, enfin que la base a été faite pour un IoT, on va pouvoir changer le comportement et vous pouvez faire vous-même en fait avec vos équipes maintenance ou vos équipes de dev assez facilement en fait des points pour relier par exemple deux IoT entre eux, quoi. J'ai un capteur de présence, assez facilement en fait je vais pouvoir agir sur un autre IoT qui va déclencher une mission pour un AMR par exemple. Et tout ça, ça se passe en no-code. Pour conclure un petit peu cette séance, donc le Catrium, alors je ne vais pas le présenter, vous pourrez venir nous voir tout à l'heure si vous le souhaitez, mais en fait c'est une plateforme d'accélération, donc c'est un réseau qui a été fait avec notamment les autres CRT des Pays de Loire, voilà, dans le but d'accompagner les entreprises sur les transitions digitales, énergétiques et écologiques. Et donc dans Catrium, on a chacun des démonstrateurs, et chez WeNetwork, en fait, on essaie d'illustrer tout ce qu'on vient de vous dire. Donc on est parti en fait sur comment aider un opérateur à fabriquer quelque chose de manière manuelle avec du iMix le volume. Donc là, en l'occurrence, c'est une boîte avec des boutons, 4 boutons, on peut changer les couleurs, changer les façades, etc. Mais on reste sur quelque chose de manuel et on va essayer d'accompagner l'opérateur là-dedans. Donc assez basiquement, en fait, les premières briques qu'on a mises, c'était une plateforme qui a été développée en web pour passer une commande. Alors on a passé l'étape ERP parce que c'est pas vraiment ce qu'on voulait montrer, ça descend directement dans le MES. Le MES qui, en fonction des commandes qui ont été passées, va être capable de les décliner en différentes opérations, va être capable de savoir où sont les pièces à prélever, comment il faut produire, il a toutes les gammes opératoires qu'il faut, et il redescend tout ça vers l'opérateur par l'intermédiaire d'un téléphone. Et puis on voulait aussi rajouter des IoT. En l'occurrence, pour l'instant, on a 2 briques qui sont en train d'être déployées. C'est une que vous pouvez voir directement sur le stand. C'est un système de pick to light, voilà, qui est une brique qui peut fonctionner toute seule, et puis un AMR. Alors au départ, en fait, le système pick to light est un cloud. Ils ont un propre service en fait. On peut
envoyer un CSV par exemple dans ce système-là, et puis il va répondre en retriant bien l'ordre des boîtes qu'il va falloir prélever, en ayant une interface avec un petit smartphone, et puis on le déploie de façon assez unitaire. C'est pareil pour l'AMR, on va être capable, l'opérateur j'ai marqué là, via une tablette, va envoyer des ordres de mission à l'AMR. En revanche, là, du coup, on vient de complexifier quand même pas mal le travail de l'opérateur, qui se retrouve en fait avec un PC pour dialoguer avec le MES, qui se retrouve avec un téléphone pour faire du pick-to-light et une tablette pour appeler l'AMR. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel à une plateforme, voilà, qui agrège un petit peu tout ça et qui dialogue avec le MES. Ce qui fait que l'opérateur, aujourd'hui, il a uniquement un téléphone qui se branche sur un écran quand il y a besoin. Il dialogue avec le MES, c'est son seul interlocuteur, donc il a des écrans en plus qui sont standardisés, qu'il connaît bien. Et puis le MES dialogue de manière cachée avec cette plateforme, un seul serveur d'API, et lui en fait a développé les services qu'il fallait pour dialoguer avec le robot et les services qu'il fallait pour dialoguer avec la plateforme de Pick2Light. Et donc là on se rend compte que on a simplifié en fait énormément la vie de l'opérateur et puis même globalement l'architecture de l'entreprise. C'était juste la conclusion maintenant. Voilà, donc MES versus IoT, on l'avait appelé comme ça. En fait, vous avez bien vu qu'il n'y avait pas de combat entre les deux. On est vraiment sur des solutions qui ont chacune leur intérêt. Le MES qui va être très structuré, très horizontal, et puis l'IoT qui va répondre à des problématiques très très concrètes du terrain, quoi. Et les deux sont capables de collaborer de manière intelligente. Est-ce que vous avez... Merci d'abord. Est-ce que vous avez des questions ? Merci d'abord parce que c'est très intéressant. Je pense que c'est un problème de compréhension que j'ai. Quand vous parlez de l'IoT, vous parlez d'une verticale. Collecter, transmettre, enfin, en termes de communication, commencer à formater, et puis vous allez jusqu'à une partie fonctionnelle assez pointue. Et je pense que c'est le cas de Keyprod, qui a fait son propre MES sur la base de sa vibration de machine. Mais c'est un peu l'ambition du créateur, si je... Oui, mais enfin, j'ai eu l'occasion par hasard d'échanger avec lui, c'est un peu ce qu'il avait en tête. Or, là, dans ce que vous avez présenté, qui est très intéressant aussi, mon impression, c'est pour ça qu'il faut la corriger, parce que c'est que vous étiez dans la collecte, vous étiez dans la communication avec le protocole existant, puis qu'après vous agrégiez tout ça pour le transmettre et pour le mettre dans un langage compréhensible par l'IT quelque part, hein, par le MES, et que vous interagissiez avec le MES, et que du coup vous aviez interconnecté. Mais en chantant la logique de fonctionnalité spécifique à l'IoT. Et donc du coup, alors dans l'exemple qui est pris, il n'y avait pas ce sujet, mais dans d'autres exemples où en fait j'aurais plein de verticales qui avaient des fonctionnalités spécifiques à l'objet que je connectais, comment vous intégrez ça dans le MES, quoi, dans votre logique, pour ne pas perdre ces fonctionnalités et quand même l'encapsuler dans quelque chose qui a une ergonomie cohérente pour un opérateur. J'espère que c'est clair ce que j'ai dit, parce que j'étais peut-être confus. Merci de cette question, parce que c'est vrai qu'on parle dans l'industrie, mais c'est pas lié qu'à l'industrie. En fait, généralement, l'IoT, ça va répondre à une problématique donnée. Et donc, ça va probablement apporter une super information à l'opérateur au bon moment. Donc, il faut le garder, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on le supprime complètement, on ne fait pas une déviation, finalement, où on garde que la partie communication, et puis après, c'est tout le MES qui traite tout. Non, justement, en fait, puisqu'on répond vraiment pertinemment et justement au bon moment, etc., par l'IoT, allons-y en fait. Allons jusqu'au bout et jusqu'à l'opérateur, on peut lui donner des informations comme ça. Alors après, c'est l'exemple Quatrium, peut-être qui vous a un petit peu faussé, mais on reste en fait souvent sur des applications métiers, donc sur une verticale, dans l'IoT. Et puis ensuite, quand on a besoin de globaliser, d'avoir une vue plus globale, de pouvoir gérer l'ordre de fabrication, par exemple, de bout en bout, là, on va passer sur le MES.
Si on ressort un peu, par exemple, de l'entreprise pour aller sur la Smart City, sur la ville intelligente, c'est le cas d'Angers, par exemple, on va garder des outils métiers qui vont être verticaux, par exemple, pour gérer l'arrosage, si vous voulez, en fait, avoir une bonne irrigation des plantes. Ben, on va garder en fait, cet outil métier qui correspond vraiment en fait, aux besoins des jardiniers de la ville. Et puis, au-dessus de ça, on va avoir l'équivalent du MES, qui est l'hyperviseur en fait, finalement d'Angers. On va avoir une vue plus globale pour pouvoir gérer en fait, globalement les différents services de la ville et avoir une vue optimisée de la ville. Et on va garder en fait, ces deux aspects-là. Hein. Je vous dis cette approche métier, verticale, et en même temps, cette approche plus transversale de l'entreprise. Alors après, il faut le regarder au cas par cas, hein, parce que là, on généralise, mais généralement, c'est cette approche-là. Hein. Cette approche métier, d'un côté, et puis après l'autre verticale. Oui, alors oui, ça, pour avoir une vue globale, oui, oui. C'est la notion d'hyperviseur dont je vous parlais. C'est la notion d'hyperviseur dont je vous parlais. Et en fait, mais par contre, qui agrège en fait les informations de différents outils. Hein. Pas que de Keyprod, mais ça peut être d'autres. Ça peut être de button-up, ça peut être de plein d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais en fait, ça, en tout cas, c'est une vraie problématique d'un point de vue architecture et d'un point de vue implémentation. Bien, bah merci à tous.